Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des noms scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de sport. Get in. Certaines espèces bactériennes, dites sporulées, ont la propriété, quand elles sont placées dans des conditions d'environnement défavorables, de donner naissance à des spores, des petites structures qui vont leur permettre de résister indéfiniment au froid, à la chaleur, aux UV, au stress, bref, à un peu tout et beaucoup de n'importe quoi. Et ce pendant des milliers d'années. C'est ce qui permet à certaines bactéries de renaître après avoir vu, je ne sais pas, la Révolution française. Il y en a même certaines qui ont vécu des millions d'années comme ça. Mais on s'égare. Quand les conditions favorables se manifestent de nouveau, la spore redonne des bactéries dites végétatives, c'est-à-dire des bactéries normales, actives, identiques à celles qui lui ont donné naissance. Parce que oui, la spore, on peut voir ça comme un œuf. En gros, chez une bactérie normale, active, on l'a dit végétative, on va trouver des gènes qui sont actifs uniquement chez les bactéries végétatives, et des gènes qui sont utiles que lorsque la cellule est sous forme de spore. La spore possède des constituants que l'on ne rencontre pas chez les cellules végétatives. Et inversement, ceci implique qu'une partie du génome bactérien soit réservée à coder des protéines nécessaires à la vie végétative et qu'une autre partie soit réservée à l'expression de fonctions liées à l'induction de la sporulation, à son maintien et à la germination. Un certain nombre de bactéries gram positives acquièrent une structure spéciale, résistante, dormante, appelée l'endospore. Les endospores se développent dans les cellules végétatives de quelques genres bactériens, comme chez les bacillus ou les clostridium. Il y en a d'autres, mais on va pas faire tout le catalogue aujourd'hui, c'est pas un Pokédex. Ces structures sont extraordinairement résistantes aux conditions sévères de l'environnement comme la chaleur, les radiations ultraviolettes et les radiations gamma, ainsi que les désinfectants chimiques et la dessiccation. Quand on les replace dans des conditions favorables, les spores germent et redonnent une cellule végétative identique à celle qui lui a donné naissance. C'est un peu le principe. La formation de l'endospore, que l'on appelle la sporogenèse ou sporulation, commence au moment où la croissance cellulaire s'arrête, par manque d'éléments nutritifs. En gros, quand ça sent le sapin. Le processus de sporulation débute à la fin de la phase de croissance exponentielle ou en début de phase stationnaire. Ne vous inquiétez pas, on parlera des phases de croissance plus tard. La sporulation dure de 7 à 10 heures et la cellule va subir de profondes modifications métaboliques et morphologiques aboutissant à la spore. C'est un processus qui peut être divisé en 7 phases. Et ces 7 phases, on va les voir aujourd'hui. Globalement, parce que il y a déjà un script qui est prévu juste pour les endospores. Enfin, pour les spores en général. Mais aujourd'hui, on fait des choses simples. Vous voyez ça comme une intro aux spores. Durant la phase 1, il y a formation du filament chromatique axial caractérisé par la présence d'un matériel nucléaire qui s'étend sur toute la longueur de la cellule et qui correspond à 2 génomes. Et oui, la bactérie se multiplie. Durant le stade 2, les 2 génomes se séparent et en même temps il y a invagination de la membrane cytoplasmique près d'un des pôles de la cellule, pour former ce que l'on appelle un septum. Le début d'une séparation, si vous préférez. Ce septum va être dit subpolaire parce qu'il va se trouver juste sous le pôle et va commencer à cloisonner la cellule en 2 parties inégales, la cellule mère et la future spore. Durant la phase 3, le septum de sporulation va envelopper le cytoplasme de la plus petite partie et se détacher de la membrane cytoplasmique pour donner une préspore ovoïde entourée d'une double membrane, la membrane cytoplasmique et la membrane sporale. Car oui, la spore a sa propre membrane spécifique. Au stade 4, entre ces 2 membranes apparaît la paroi sporale, puis le cortex, composé de plusieurs couches de peptidoglycanes, différent par sa composition en acide aminé du peptidoglycane de la cellule végétative. Alors oui, vous noterez qu'il y a un petit chevauchement entre la phase 3 et la phase 4. C'est normal. Entre les stades 5 et 6, il se forme alors des enveloppes de nature protéique, ce que l'on appelle les tuniques sporales, avec formation d'une tunique interne, puis d'une tunique externe. La phase 7 correspond à la maturation de la spore. La cellule mère se lise, on va dire qu'elle se désagrège, et libère la spore mûre. Elle possède son propre cytoplasme et son ADN sporal. À ce stade, la spore est dépourvue de toute activité métabolique, mais elle est douée de toutes les propriétés de résistance d'une spore. C'est la phase finale. Les endospores sont d'une grande importance en microbiologie alimentaire et même en microbiologie en général, à cause de leur résistance et du fait que certaines espèces bactériennes forment des endospores sont dangereusement pathogènes. Oui, entre autres. Puis nous en labo, c'est pour des histoires de contamination.
Il est donc essentiel de pouvoir stériliser les solutions et les objets. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en labo, on utilise un autoclave, une espèce de grosse cocotte minute qui va cuire sous pression notre matériel afin de le stériliser. Sous haute chaleur, histoire de dézinguer toutes les bactéries, sous forte pression, histoire de stopper les bactéries de créer leurs spores. Parce que vous ne voulez vraiment pas une contamination de votre laboratoire aux spores. Vraiment pas. La forme et la situation de la spore dans la cellule sont caractéristiques de l'espèce. Elle permet l'identification des bactéries sporulantes. Elle peut être sphérique ou ovale, centrale ou terminale, ou même dite subterminale. Elle peut être déformante, c'est-à-dire que le diamètre de la spore est supérieur au diamètre de la bactérie, ou non déformante. C'est l'inverse. La spore contient sous forme condensée le génome et une partie du cytoplasme déshydraté autour d'une enveloppe très résistante. La spore, une fois libérée dans l'environnement, peut résister pendant longtemps, voire plusieurs milliers d'années. On a par exemple le cas de cette étude super intéressante où des chercheurs ont réanimé des spores âgées de plusieurs millions d'années. Oui, millions d'années. C'est beau. Ça doit être super chiant, mais c'est beau. Durant la sporulation, la cellule végétative subit une déshydratation progressive du cytoplasme par l'apparition d'un composé appelé le dipicolinate de calcium, une densification des structures nucléaires et enfin la synthèse d'une paroi sporale épaisse, imperméable et donc hautement résistante. La spore est douée d'une résistance à la chaleur, à la dessiccation et aux radiations, et est imperméable à plusieurs agents chimiques. Je sais, je me répète, mais c'est important. L'enveloppe la plus externe de la spore est mince et est appelée l'exosporium. Sous l'exosporium se trouve le manteau ou la tunique composée de plusieurs feuillets protéiques. Juste en dessous, on trouve le cortex qui est localisé sous la tunique. Et enfin, on trouve le protoplasme, le cytoplasme de la spore, au cœur de la spore, qui contient des ribosomes, le nucléoïde et des enzymes inactives. Oui, parce qu'une spore, c'est inactif, métaboliquement parlant. Les activités métaboliques de la spore sont caractérisées par l'accumulation de matériel protéique et de substances de réserve, et par l'apparition d'un nouveau composé absent de la cellule végétative, et que j'ai évoqué juste avant, l'acide dipicolinique. En même temps que s'accumulent dans la cellule sporulante des ions calcium, dont la majeure partie se combine à l'acide dipicolinite pour former le dipicolinate de calcium. Ce truc est un peu important pour justement l'intégrité de la spore. Alors la spore est extrêmement résistante vis-à-vis de la chaleur, on dit qu'elle est thermorésistante, et également vis-à-vis des agents physico-chimiques, comme les agents chimiques antibactériens ou les bactériocides. Cette résistance est due à la composition chimique de la spore et à la multiplication des enveloppes sporales. Oui, on en a parlé juste avant, mais vous noterez qu'il y a énormément de couches dans une spore, comme un oignon, ou un ogre. Ils ont des couches! La thermorésistance résulte de plusieurs facteurs, notamment la faible teneur en eau de la spore. Et oui, une spore n'est que 20% d'eau à l'intérieur. Et ça compte puisque les acides nucléiques et les protéines sont très difficiles à dénaturer à l'état déshydraté. Cette déshydratation inactive les enzymes par la limitation de la solubilisation des composés actifs solubles. La présence du dipicolinate de calcium joue aussi un rôle, puisque son remplacement par d'autres composés rend la spore thermosensible. En gros, comme la spore est inactive, elle est très peu sensible au stress extérieur, et elle vieillit très bien. Le cortex est impliqué dans la thermorésistance. Les spores dépourvues de cortex sont également thermosensibles. On a donc le dipicolinate de calcium et le cortex qui jouent un rôle essentiel dans la résistance à la chaleur. Les spores sont aussi résistantes aux agents physiques, comme le rayonnement UV, les rayonnements X et les ultrasons, et aux agents chimiques, comme les désinfectants, les antiseptiques, les antibiotiques et les bactéricides. Cette résistance est due à la multiplicité et à la nature des tuniques sporales. Encore une fois, beaucoup de couches, beaucoup de résistance, les oignons, tout ça, tout ça. Ils ont des couches! L'endospore peut retourner rapidement à son état initial de la cellule végétative. La germination des spores implique 3 étapes: l'activation, l'initiation et l'excroissance. Et tout ça, ça prend quelques minutes. Dans un premier temps, on a l'activation, qui survient dans des conditions favorables du milieu et à la suite d'une activation, soit par des chocs physiques, une abrasion ou une lésion des enveloppes, soit par choc mécanique ou chimique, présence de métabolites spécifiques, comme l'alanine, le pyruvate ou divers glucides, en gros des sucres. L'activation résulte d'une lésion des tuniques sporales, ou d'un chauffage de quelques minutes à température élevée, ou d'un stockage de plusieurs semaines à température ambiante. Les spores déjà activées peuvent germer en présence de nutriments spécifiques et dans des conditions d'hydratation favorables. Rappelez-vous, à la base, elle n'a que 20% d'eau. Cette phase implique pour la spore la perte de sa résistance, la libération de dipicolinate de calcium et l'autolyse du cortex ainsi que des tuniques sporales. C'est donc un moment critique pour la spore, parce qu'à ce moment, elle est très fragile, très exposée et donc très vulnérable, mais elle est peu active.
Enfin, elle est un peu active, mais pas si active que ça. Et enfin, on a l'excroissance. C'est un gonflement visible qui résulte de la réhydratation de la spore et de la synthèse de nouvelles molécules de protéines, d'ADN, d'ARN et d'autres. La cellule végétative peut s'engager dans un processus de croissance, si les conditions nutritionnelles et physico-chimiques du milieu sont favorables. Et voilà, vous avez une toute jolie bactérie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la faire grossir. On va donc parler de croissance bactérienne dans le prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de me suivre sur YouTube. On a parlé de la spore, mais rassurez-vous, il y a d'autres épisodes qui arrivent sur la spore, mais ceci est plus une introduction. Merci de me suivre sur YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.